Déclaration des biens des membres du gouvernement Matata à la Cour suprême de justice, simple exercice protocolaire, une voie vers la lutte contre l'enrichissement illégal. Nous en parlerons dans ce journal avec Kisombe, il est avocat. Et puis en Égypte, la population continue de voter ce jeudi pour le premier tour de l'élection présidentielle. Près de 50 millions d'électeurs sont appelés à désigner un successeur à Hosni Moubarak, chassé du pouvoir en février 2011. Merci d'être avec nous sur Télé 50 pour cette nouvelle édition du journal. D'abord, cette information à la Cour suprême de justice. Le chef du gouvernement et les membres de son équipe s'y sont rendus mercredi pour déclarer chacun, en ce qui le concerne, son patrimoine individuel. Une façon pour ce gouvernement de se conformer à l'exigence constitutionnelle de l'article 99. Pour la population, ce geste constitue un pas vers la démocratie. Fabien Lumbala, Marlon Kachamou. Le premier a déposé la déclaration de son patrimoine individuel, Augustin Matata. Il a déposé entre les mains du premier président de la Cour suprême de justice, qu'il a à son tour remise au greffier en chef de la haute instance judiciaire congolaise pour accusé-réception. Ensuite, c'est le tour des ministres et vice-ministres dans la grande salle d'audience. C'est leur collègue de la justice qui a récolté les enveloppes contenant chacune une déclaration des avoirs privés et familiaux. Une obligation légale pour tous les dirigeants et gestionnaires au haut niveau de l'État en vertu du principe sacré de la transparence et la bonne gouvernance pour une meilleure gestion des affaires publiques. Le chef de l'État, comme vous le savez, il est très attaché à la transparence, à la bonne gouvernance. Et l'équipe gouvernementale qui venait d'être constituée devrait non seulement souscrire à cette volonté du chef de l'État, mais aussi se conformer aux exigences constitutionnelles. La Constitution, c'est la loi fondamentale. C'est sur cette Constitution qu'est bâti l'ensemble des opérations, qu'il soit au niveau du gouvernement qu'au niveau de toutes les institutions. Il y a quelques mois, le chef de l'État, Joseph Kabila, avait donné le ton à Lubumbashi en déclarant son patrimoine privé, quelques semaines après son investiture à la magistrature suprême. Si les nouveaux ministres ont déclaré leurs avoirs à la Cour suprême de justice, les anciens membres du gouvernement, eux, n'ont pas été soumis au même exercice. C'est la motion diligentée mercredi par Fidel Babala, député du MLC, au cours du contrôle parlementaire à l'Assemblée nationale. Dans sa requête, Fidel Babala sollicite une enquête sur les biens du gouvernement passé, requête qui a été rejetée par la majorité des députés par le vice de procédure. Christophe Chibasso. Première action menée au Parlement en rapport avec le contrôle parlementaire, la requête initiée par Fidel Babala, le député national MLC, n'a pas été adoptée par les élus du peuple. La motion du député Chadari, président du groupe parlementaire PPRD, démontrant les incohérences et le vice des formes, a été adoptée par la majorité des députés, renvoyant ainsi l'élu du MLC à requalifier sa requête pour respecter les textes réglementaires en la matière. Faire respecter la Constitution, les lois et les règlements par tout le monde, ce sont les missions normales du président. Et chaque fois qu'il les fera, il faut l'en féliciter. Les orientations données par les bureaux en rapport avec cette question ne découragent pas l'initiateur de la requête. Je suis élu pour faire deux choses que l'article 100 de la Constitution m'autorise, légiférer et faire du contrôle, je vais le faire. Le respect des textes contribue à la consolidation de la démocratie et les bureaux de l'Assemblée nationale tiennent à cela. Après les temps donnés ce mercredi en rapport avec le contrôle parlementaire, le bureau promet d'assurer la continuité de cet exercice qui devra être effectué en toute responsabilité. Et comme annoncé au sommaire, nous allons commenter l'actualité avec Yves Kisombe, l'invité de Télé 50 et avocat et membre du PPRD. Bienvenue. Merci Madame Arlette Matondo. Alors, à votre avis, cette démarche, est-ce un simple exercice protocolaire ou augure-t-elle une voie vers la lutte contre l'enrichissement illégal? Non, ça ne saurait être un exercice purement protocolaire parce que la Constitution prévoit une procédure et des conséquences à cette procédure à toutes les étapes. Mais il y a d'abord, je pense, une dimension politique, puisque vous avez vu le Premier ministre et les membres du gouvernement aller eux-mêmes faire cette déclaration. C'est dans l'esprit d'une portée politique et pédagogique pour l'opinion, par volonté de transparence et de bonne gouvernance, parce qu'ils auraient pu aussi le faire par mandataire, un collaborateur ou par leurs avocats. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, la Constitution, à l'article 99,
est très claire. Elle élabore une procédure à l'entrée en fonction et au sortir de leurs fonctions. Le Premier ministre et les ministres, mais pas uniquement, le Président de la République, parce que cette disposition concerne le Président de la République et les membres du gouvernement. À l'entrée en fonction, ils ont 30 jours pour déclarer leur patrimoine familial, biens immeubles, etc. La liste est exhaustive et très claire au niveau de la Constitution. Cela pour permettre à l'administration fiscale, parce que la Cour constitutionnelle transmet ces déclarations patrimoniales à l'administration fiscale, qui pourra, lorsque ces personnalités sortiront de fonction, faire une vérification pour des raisons de transparence, puisque cette disposition concerne le Président de la République et les membres du gouvernement, parce qu'ils sont aux commandes du pays, de la gestion du pays. C'est eux qui disposent du trésor public, c'est eux qui sont concernés par les éventualités de corruption. Voilà pourquoi c'est eux qui sont visés. Justement. Et la Constitution prévoit qu'au sortir de leurs fonctions, si ils ne font pas de déclaration, oui, ou s'il y a des raisons de soupçonner des déclarations frauduleuses ou un enrichissement sans cause, la justice doit être saisie. Ce n'est pas une faculté. Et donc, c'est quelque chose qui doit, parce que nous ne pourrons développer ce pays que si nous nous attachons au respect de la Constitution. Mais cela ne doit pas se faire de manière spectaculaire. Ce n'est pas du show qu'il faut. C'est simplement le respect de l'État de droit. Et alors, en quoi est-ce que la motivation qui a conduit la majorité à rejeter la proposition de Fidel Babala? J'ai suivi la plénière comme vous tous. C'est un problème de procédure parlementaire dans l'exercice du contrôle. Je pense effectivement que la méthode indiquée est celle que la plénière a adoptée, c'est-à-dire de recommander à l'honorable Babala de réorienter ses préoccupations sous forme de questions orales avec ou sans débat. Une question orale, c'est un exercice capital en démocratie parlementaire parce que, encore une fois, il y a des sanctions qui sont prévues si les intéressés ne satisfont pas aux demandes du Parlement. Donc, vous savez par exemple que pour le gouvernement, ne pas répondre à une demande du Parlement est constitutif d'infraction pénale. Et là, vous répondez en tant qu'avocat, pourquoi est-ce que l'ancien gouvernement n'a pas été soumis au même exercice? Ah si, ils ont été soumis au même exercice. Maintenant, c'est l'ensemble des institutions qui doivent fonctionner de manière à montrer aux citoyens que nous sommes dans une ère nouvelle, dans une ère démocratique, où le contrôle et la sanction existent. Eh bien, c'est à l'administration fiscale, c'est aux parlementaires à vérifier ce qu'il en est. L'administration fiscale doit pouvoir dire, par exemple, pour les membres du gouvernement sortant, si oui ou non, la comparaison faite de leur déclaration initiale et de la déclaration après fonction laisse apparaître un enrichissement illicite, laisse apparaître le fait, par exemple, qu'ils aient caché des éléments de leur patrimoine dans cette déclaration finale. Ça doit être un contrôle sévère, puisqu'il s'agit ici de l'argent du contribuable congolais, il s'agit de la bonne gouvernance, parce que, précisément, il faut combattre la corruption, l'enrichissement illicite, etc. Mais, je le dis, cela doit se faire sans esprit de chasse aux sorcières. Cela doit se faire dans l'intérêt des Congolaises et des Congolais. Merci Yves Kisombe d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes avocat et en même temps membre du PPRD. Merci, madame. Ok, tout à fait. Autre chose, c'est ce jeudi 24 mai qu'a débuté au Centre supérieur militaire de Kinshasa la deuxième vague du séminaire sur la réforme des FARDC, organisé à l'intention des officiers généraux et supérieurs de l'armée nationale. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Tamboluba, qui a mis l'accent sur la montée en puissance des FARDC pour en faire une armée républicaine et professionnelle. Écoutons le ministre congolais de la Défense. Ce soubassement légal de la réforme des forces armées rencontre pleinement le souci permanent du président de la République, chef d'État et commandant suprême, de voir les FARDC devenir rapidement une armée républicaine et professionnelle au regard des missions lui dévolues par la Constitution du 19 février 2006. À travers ce séminaire, le président de la République, chef d'État
et commandant suprême des forces armées voudrait que le militaire, du sommet à la base, intériorise les notions essentielles des thèmes qui seront développés au cours de ce séminaire. C'est à ce titre que je vous invite et vous encourage à suivre ce séminaire avec la plus grande attention afin que vous soyez en mesure de transmettre à vos subalternes les notions apprises et à les mettre en application stricte. Rendons-nous en province, direction le Bas-Congo, où a débuté depuis mercredi à minuit l'opération d'incinération des vivres frais avariés. L'opération concerne 25 containers saisis la semaine dernière par le service de la quarantaine animale et végétale de l'Office congolais de contrôle au port de Matadi. Les précisions dans cette correspondance de Jean-Louis Ndola depuis Matadi. L'opération destruction de 25 conteneurs de vivres frais avariés impropres à la consommation découvert la semaine dernière au port du Matadi par les services de la quarantaine animale et végétale est enfin entré dans sa phase décisive la nuit du mardi 22 au mercredi 23 mai 2012 à minuit. Ce dénouement de la situation intervient à l'issue de plusieurs démarches menées par le maire de Matadi auprès des importateurs et autres agents maritimes concernés. Ces derniers, conformément à leurs obligations en pareille situation, ont donné à la commission d'incinération de la cargaison à problème les moyens matériels et financiers nécessaires à l'opération. Les membres de la commission, à savoir le parquet, le ministère de l'Agriculture, à travers les services de la quarantaine animale et végétale, la mairie de Matadi et la police se sont convenus sur le site Palabala, dans le territoire de Songolo, le très loin de Matadi, pour servir de lieu d'incinération des vivres frais avariés. L'autorité provinciale et urbaine tienne au succès de l'opération afin de sauvegarder la santé de la population. Une population dont le chef de l'État a besoin pour la reconstruction de notre pays. Jean-Louis Ndoula, Matadi, Télé 50. En province orientale, l'exécutif provincial donne l'exemple de la révolution de la modernité dans le secteur de l'agriculture grâce aux tracteurs octroyés par le président de la République pour la mécanisation de ce secteur. La province, sous l'impulsion de son gouverneur intérimaire, Ismaël Arama, vient de cultiver un champ expérimental de 25 hectares. Mathieu Kamango. 25 hectares de champs situés sur une dizaine de kilomètres de Kisangani, dans la commune de Lubunga, rive gauche du fleuve Congo, sur l'axe Ngene-Ngene-Lula. Et comme pour se rendre compte du niveau d'évolution des travaux, le gouverneur intérimaire Ismaël Aramandiama a visité le samedi 19 mai courant les travaux dans ces champs. Il s'est dit réjoui de constater que plus de 6 hectares sont déjà défrichés et labourés et ont reçu les semences de maïs et des arachides. Une bonne partie de ces champs servira à la production des semences améliorées en collaboration avec les Sénasem et l'INERA à distribuer même à la population paysanne. L'autorité provinciale a invité les chefs de village à sensibiliser leurs administrés pour l'utilisation des tracteurs agricoles en synergie afin d'augmenter leur production et diminuer le volume de travail. Toujours à Lubunga, sur son chemin de retour, Ismaël Aramandiama a visité les chantiers situés sur l'avenue Kalema du boulevard Hassan II, non loin de l'hôpital général de référence, où se construit un pont à béton sur une petite rivière dont la buse avait cédé à cause de sa vétusté. Il a fustigé le fait que ces travaux soient arrêtés depuis longtemps, afin de permettre à la population, déjà impatiente, de circuler librement vers l'hôpital. Ce boulevard Hassan II qui relie l'axe principal de la commune Lubunga ici, de ce côté à l'hôpital général, de l'autre il y a une grande cité. Cet état de choses, ça ne va pas. Cela nous met mal à l'aise. Ça fait bientôt une année que ce chantier n'avance pas. Raison pour laquelle nous sommes venus voir pour envisager le redémarrage du travail pour que l'on puisse relier cet axe principal de la commune Lubunga, boulevard Hassan II. Quittant la RDC pour l'Égypte, au lendemain d'une première journée de vote marquée par une forte affluence, les Égyptiens continuent de voter ce jeudi pour le premier tour de l'élection présidentielle. Près de 50 millions d'électeurs sont appelés à désigner un successeur à Hosni Moubarak, chassé du pouvoir en février 2000.